l'analyse des secteurs. Donc on utilise dans cette étape de redim, d'accord, que maintenant tout le monde a en tête, ce schéma, c'est toutes les étapes. On les dit tous ensemble. R de ressources. Et Évaluation. D. Design. I. Installation. Installation, implantation. Et M. Maintenance. Et comme ça. Donc, on est dans ressources. Les premières choses, et cette partie qu'on disait que c'est objectif, que n'importe qui a été introduit en permaculture, c'est qu'on est en permaculture, peut faire, et si c'est bien foutu, tout le monde devrait être d'accord, c'est l'analyse de la situation de l'environnement. Quelles sont les énergies qui sont présentes déjà sur place avant que nous, on va avec un projet, avec une idée de combler des besoins. Est-ce que quelqu'un peut définir, ou quelqu'un a lu, ou quelqu'un sait qu'est-ce que c'est l'analyse de ces secteurs déjà? Quelles sont ces énergies naturelles qui sont présentes partout, dans chaque mètre carré de la planète? Non? Personne? Vous avez dit déjà quelques-unes hier. Des choses? L'eau, l'air, la lumière, la chaleur, la chaleur, le soleil, ouais. Les vents, comme une expression définitive de ça aussi. Tout ce qui est les conditions climatiques. Voilà, tous les trucs qui tournent autour de l'effet météorologique. Et il y a aussi des caractéristiques qui sont intrinsèques au lieu, à niveau du sol. Donc parfait, donc petit mnémotechnique pour vous rappeler de ça. Vous vous souvenez de quels sont les 4 éléments de la nature selon les classiques avec romaine? Vous vous souvenez? l'eau, l'air, la terre. Voilà, terre, eau, air et feu. Donc on va essayer d'analyser chacune de ça et on va, comme exercice pour se souvenir, on va mettre analyse secteur. Oui, donc dans la partie feu, vous mettrez quoi? Vous l'avez dit déjà, le soleil. Qu'est-ce qu'on doit savoir du soleil? Son orientation. Déjà l'orientation. Et l'orientation, tout le monde le comprend. Parfois, c'est un concept que c'est bizarre. Ici, par exemple, on dit on est dans une orientation quoi? Dans cette parcelle-là? Sud-est. Sud-est. Ouais. Si le sud est là, et la pente regarde dans une inclination vers là. C'est l'inclinaison, ça c'est dans l'orientation. Mais si on est dans un terrain à plat, quelle est l'orientation du terrain? En fait, dans un terrain plat, s'il y a un terrain plat, on n'a pas d'orientation. L'orientation, c'est toujours un référent à quelque chose. Quand on met une pièce dans un espace plat, alors on peut commencer à parler de, d'accord, si c'est une maison par exemple, la façade de cette maison, il y a une orientation sud. D'accord? Mais choses comme ça, mais toujours doit avoir un référent. Dans les pentes, c'est facile parce que la pente déjà, c'est un référent. C'est l'inclinaison qui nous donne l'orientation. D'accord? Ok, à niveau du soleil, on va faire un peu de culture populaire. Qu'est-ce que vous savez du soleil? Comment on bouge, sort par où, les mouvements, ça s'appelle comment? Où se lève-t-il? Où se lève-t-il? À l'est. Et où se couche-t-il? À l'ouest. Toujours? Est-ce que c'est vrai tous les jours? Oui. Non. Pour nous, oui. Non et pourquoi? Ça dépend où on est. Ah, Dépend où on l'hémisphère. est sur la terre. L'hémisphère. Il y a déjà des changements au niveau de l'hémisphère, mais aussi il y a surtout des changements au niveau du moment de l'année. Qu'est-ce qu'on vient de passer, fait peu de jours, le 21 juin? Solstice, une solstice c'est quoi? D'été. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Autant de Ça veut jours dire que de que, nuits. ça veut dire que le. Autant de jours que de Solstice? Vous êtes sûr avec la définition d'Hélène? Ben non, les journées diminuent. On passe. C'est le jour le plus long. C'est ça, oh là là, il y en a beaucoup. oui. Il y en a beaucoup un peu. C'est le jour de l'année où il y a le plus de jours. Voilà. Solstice d'été, les heures de lumière sont maximales, en référent à la Ce nuit. sont les références. Du coup, en fait, les 2 seuls jours de l'année où c'est vrai, ce truc de le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ce sont les équinoxes. Équinoxe. C'est ça. Et Voilà. ce sont les références. Ouais. Mais effectivement, lors des solstices, c'est vachement différent. C'est-à-dire que là, sur mon schéma,
on a le nord là-haut, hein. Donc on imagine là on a l'ouest et là on a l'est. Aux équinoxes, le soleil il sort là, mais alors au solstice d'hiver, il sort où? Il sort plus haut, Plus bas. Sud-est. plus bas alors. Sud-est. Voilà. Et il se couche. Sud-ouest. Voilà. Alors qu'au solstice d'été, Nord-est. Nord-ouest. voilà. Beaucoup plus de chemin. Comme dit Jean, L'arceau voilà, est plus grand dans l'été que l'hiver. C'est pas seulement une question de que le soleil monte plus dans l'horizon, c'est que vraiment les sorties et la coucher de soleil sont décalées de est-ouest. D'accord? Et donc voilà, en plus de ça, en plus de où se lève le soleil, où il y a vraiment une grosse différence entre là et là, c'est quand même pas du tout la même chose que là. Il y a aussi que le soleil en hiver, il est beaucoup plus Bas. bas et en été beaucoup plus haut. Voilà, seulement si vous êtes dans l'équateur, auprès de latitude 0, ça compte pas. Du coup, l'ombre porteuse de ma grange sur mon petit potager, en fonction de la période de l'année, elle va être super différente. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une analyse de secteur, ça doit se faire sur une année complète. C'est une des raisons. Après, il y a des choses qu'on peut anticiper. Mais attention, imaginez on arrive au mois de mai. Au mois de mai, on est près du solstice d'été. Le soleil est assez haut, voilà, il fait un grand tour, etc. Et donc on regarde et on se dit, oh ça va, en fait, ouais effectivement le matin, il y a un peu d'ombre par là, mais en fait il n'y en a pas trop. À partir de 8 h, c'est en plein soleil et c'est super. Au mois de mai, c'est le moment d'acheter des plants et de commencer mon potager. Je fais mon potager. Super, Ça ça veut marche dire, bien pendant l'été. j'ai un plan matos, peut-être j'ai mis un système d'arrosage, etc., etc. J'ai fait tout un investissement de temps, d'énergie, d'argent. Et puis on arrive à l'automne et on observe que chaque jour l'ombre est faite. Voilà. Et que les heures d'ensoleillement ici, à la fin de l'automne, là on en aurait vraiment besoin, on n'en a presque plus. Tout ça pour vous dire, que c'est peut-être une connaissance comme ça de Trivial Pursuit, mais a vraiment son intérêt de bien analyser, savoir déjà bien vraiment où est l'orientation sud dans votre terrain, et vous prenez le temps de, au moins dans les extrêmes, dans les solstices, essayer de voir ça. À jour d'aujourd'hui, on a, avec toute l'info qu'il y a, on peut calculer, il y a des méthodes pour savoir quelle est l'ombre porteur d'une structure quand tu sais l'orientation, parce que tu sais l'angle d'incidence du soleil en hiver ou en été. Une question que vous auriez pu poser hier, c'est la grange, elle est haute comment? Par exemple. Pour se faire une idée de l'ombre qu'elle puisse projeter. Mais bon, on ne rentre pas plus dans les détails. Important à savoir ça sur votre terrain. D'accord? À niveau de feu, de l'élément, est-ce que vous mettrez d'autres choses au-delà du soleil? Personne vit ou a vécu dans des... Si. Il y a deux nanas qui viennent du Vaucluse quand même. Oui, alors? C'est quoi la question? Dans l'élément Quelle feu, bonne question. dans ton analyse des secteurs, est-ce que tu vois d'autres choses importantes à mettre en place, à observer au-delà de l'observation du soleil? Les incendies? Voilà. Les feux, en tant que feu forestier, incendie. Ça devrait se voir. Moi, je viens de la région Méditerranée. Personne ne peut oublier ça dans une conception. Le vent aussi? Oui, le vent, on le verra après dans l'air, mais dans les feux. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est important à observer, à savoir, pour savoir qu'on pourrait agir un possible incendie sur votre terrain? L'entretien des forêts. Savoir déjà quelles sont les masses forestières ou les situations de végétation qui peuvent favoriser la propagation. Pas d'autre. Les zones de débroussaillage qu'on doit maintenir. Qu'est-ce qui conditionne énormément l'avance de feu? Ouais, le vent. Les vents, on les verra en relation, mais il y a autre chose aussi. Les herbes sèches, la paille, tous ces trucs. La pente. La pente aussi. Mais... Les feux montent les pentes. Rarement les descendent. Sauf s'il est poussé. Monte. Donc voilà. C'est très très différent. Être en pente par exemple, je ne me souviens pas comment étaient les structures, mais imaginons, on va la simplifier. Tout ça est en pente vers le haut. C'est très différent d'avoir un masse forestier ici, ici, dans une situation d'incendie.
En tout cas, c'est important d'analyser bien tous les cadres, toute la situation pour voir, parce que l'analyse des secteurs, toujours, c'est la même chose, c'est connaître très bien la situation pour après se poser la question de comment je peux sortir un bénéfice de ces énergies qui sont présentes là, ou comme je dois me protéger de ces énergies qui sont là. D'accord? Toujours, il y aura cette réflexion après dans l'évaluation. Réflexion par rapport à l'incendie, dans un climat comme ici, elle n'est pas forcément très importante. On l'a loupé. Il y a quelques mois, on était en climat méditerranéen, là, dans le sud de la Catalogne, sur une ferme où là c'est primordial. Et beaucoup de choses doivent être aménagées en fonction de ça. Lorsqu'on pense à mettre des points d'eau, lorsqu'on pense à boiser ou avoir des espaces libres, etc., beaucoup d'éléments sont placés en fonction de l'élément feu. Donc voilà, en fonction de votre environnement, savoir que ça peut être un aspect très important à prendre en compte. Ok pour l'élément feu. Donc prochaine, on a dit feu, Eau. Allez, l'eau. Important à savoir dans cet élément, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Quelle info il faut savoir, sortir? Les pareil. Pardon? L'inondation. La sécheresse et l'inondation, deux extrêmes. D'accord, donc, et tout ça est conditionné aussi pour un élément, une donnée, la pluviométrie. La pluviométrie, c'est super important. On va faire un petit point de culture générale sur la pluviométrie. La pluviométrie se mesure d'habitude comment? En millimètres. Et ça veut dire quoi en traduction? Des litres. Ça veut dire quoi en pluviométrie de 800 millimètres l'année? Un litre sur un mètre carré. Combien? Un litre sur un mètre carré, ça fait 1 millimètre. 1 millimètre est égal à 1 litre par mètre carré. C'est ça. Vous comprenez? Tous? Donc, du coup, vous savez quelle est la pluviométrie de vos régions, les gens qui vont être porteurs des projets? Oui, moi je les ai. Ouais. Non. Oui, Non. moi, j'ai vu. Là? Oui. Tu veux l'année? C'était 685 Tu sur l'as l'année trouvé? 2016, Tu l'as trouvé sur une année, d'accord. sur une année. En 2015, En 2015, Tu as- je me Tu as souviens. cherché par internet ou... Oui, Ouais, bien sûr. sur Internet, C'était, ouais. c'est en dessous d'ailleurs de la pluviométrie nationale, en fait, Ouais, moyenne, c'est ça, de la ouais, moyenne. les comparatifs. D'accord. Ouais, j'ai le même tableau. Ok. Donc 600, tu m'as dit 600 quoi? 685. 685. Donc, ça veut dire que dans l'année 2016, dans chaque mètre carré de la parcelle, a tombé 600, 700 litres. 680 litres d'eau. D'accord? Au-delà de cette donnée, c'est super important de savoir dans quel délai de temps, comment a été la répartition. D'accord? C'est le facteur plus important en fait. Tu peux avoir une pluviométrie de 2000 et avoir une période de sécheresse. D'accord? Il faut savoir quelle est la répartition. C'est plus important ça que d'autres choses. Ça c'était très problématique. Je rappelle qu'on était à Cuba, dans certaines zones de Cuba, où effectivement il y a une pluviométrie annuelle très élevée, mais chaque année ils ont plusieurs mois sans une goutte d'eau. Donc là, toutes les questions de captation et de stockage d'eau de pluie sont primordiales. Et même entre le climat méditerranéen, enfin, en Catalogne et ici, c'est une des grosses différences ici. On a quand même une humidité beaucoup plus constante. Là-bas, quand il pleut, c'est une espèce d'énorme pluie. Du coup, en général, qui cause une érosion de malade. Le sol retient très peu d'eau aussi parce qu'il est maltraité. Donc voilà, la pluviométrie, c'est pas juste un chiffre. Faut en savoir plus. Quoi d'autre vous mettrez dans L'analyse de l'eau. l'analyse de l'eau? L'humidité. Voilà, avoir des références de quelle est l'humidité relative de l'air en général. Ça conditionne aussi énormément de choses. Toutes ces données, vous pouvez les trouver par internet. Il y a des relevés météorologiques de plusieurs années. Vous pouvez étudier bien la situation. Surtout, c'est important avant d'acheter, idéalement quand on est à la recherche de terrain. Avoir une orientation de dans quelle région, qu'est-ce qu'il y a là, quelle situation. D'autres choses? Les Oui. données sur l'évapotranspiration, est-ce que tu prends ça en compte? L'évapotranspiration, tout le monde sait qu'est-ce que c'est? Ouais. Tu peux l'expliquer ou quelqu'un peut l'expliquer? Je ne maîtrise pas bien. C'est-à-dire, je sais que c'est le taux Qui qui s'évacue d'eau. s'évapore d'une plante, Ouais, voilà, d'une plante. Hein. mais voilà, Selon la je chaleur. ne connais pas plus que ça. C'est un peu sa condition aussi en fonction de l'air, surtout l'humidité de l'air, la vitesse de l'air, l'ensoleillement, c'est à quelle vitesse les plantes
pour faire, voilà, pour respirer, pour faire la photosynthèse, donne des vapeurs d'eau dans l'air. Il y a des tableaux ça aussi sur internet. Ouais, il y a. Ça. Mais bon, tout c'est son ordre de référence, mais je trouve, jamais j'ai trouvé que ce soit très, très important. Ça peut te conditionner aussi, par exemple, quand tu es en mare et tu es en végétation autour, il y a certains plans qui ont un taux d'évapotranspiration très très fort. Et du coup, par exemple, ta mare va sécher davantage que si tu as d'autres sortes de végétation. Mais je me dis, est-ce que ça ne conditionne pas les cultures, par exemple, s'il y a des cultures qui transpirent dans un climat donné plus fort que d'autres, est-ce que ça peut influencer? Je ne saurais pas te dire à ce point-là. Ça influence l'arrosage que tu fais selon. Mais là, pour moi, en fait, ça rentre plus technique, tellement dans la niche de secteur. C'est plus quand toi, tu vas choisir les cultures que tu vas mettre en place dans l'étape du design. Effectivement, je sais pas, les courges, elles ont des grandes feuilles, il y a beaucoup d'évapotranspiration. Elles peuvent perdre beaucoup d'eau si elles sont en plein cagnard. Donc effectivement, là, tu vas choisir où tu vas les mettre en fonction de tes ressources en eau et de... C'est un peu par là. Justement, en fait, dans les données météo, par exemple, ils te donnent une valeur d'évapotranspiration. Je ne sais pas ça correspond à quoi, en fait. Tu vois? Et apparemment, parce que bon, j'ai assisté aux conférences de Laurent Nathanaël, et puis il prenait ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de discuter, comme un facteur très important, mais je ne sais pas à quel niveau. Et Laurent les prend surtout dans la situation de vent. Quand tu as cette idée de, dans un cadre de, par exemple, d'agroforesterie, on a vu que l'avantage, un des avantages que donne l'association d'arbres avec une culture par exemple de céréales ou de légumes, c'est que les arbres font des brise-vents et du coup les taux d'évapotranspiration se voient réduits parce que la masse d'air qu'il y a sur la culture bouge moins. Et ça c'est super important, la vitesse de l'air conditionne énormément l'évapotranspiration. Donc du coup tes plantes vont avoir des besoins d'eau beaucoup plus forts quand elles sont dans un champ ouvert, exposées à un vent chaud d'été très sec, à une vitesse X, que si tu as ce même champ, avec une barrière d'un brise-vent par exemple, qui va réduire, qui va filtrer cet air. C'est pour ça qu'on met l'accent un peu dans ça. Mais ça c'est l'aménagement. C'est plus des données de microclimat que vraiment une donnée climatique pour un lieu donné. Grosso modo, on peut dire l'évapotranspiration, vous la réduisez avec l'ombre et en réduisant la vitesse de l'air et en essayant de charger cet air d'humidité. Vous pouvez penser qu'on peut charger un air en humidité comment? Voilà. Là, on est un peu plus frais, surtout par deux facteurs. Il y a un microclimat créé pour cette monstre-là de nombreux porteurs une bonne partie de la journée. Donc, du coup, déjà crée un coin de fraîcheur. Et là, dans cette roue, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un mare. Donc tout ça, ça conditionne et ça crée une situation de microclimat particulière très différente à quelques mètres plus loin. Après, c'est ça. La conception, le design, c'est l'art de jouer sur ce microclimat. L'ombre du chêne, la présence de la mare et cette haie qui bloque l'air. Alors que là où on a mangé ce midi, on est dans un courant d'air. L'air, il circule. Ici, il ne circule plus. On est en train de s'avancer sur l'exercice d'après. Mais voilà. Mais bon, c'est intéressant. C'est lié au microclimat. On était dans l'eau. Sur l'eau. Encore plein de pluviométrie, humidité relative de l'air, Les nappes phréatiques. les nappes, les bains d'eau. Par exemple, nous, quand on est arrivé ici, donc on a essayé de parler avec les anciens du coin, savoir est-ce qu'il y avait une source, est-ce que les gens faisaient avant comment, est-ce qu'il y avait une puits. On a fait venir un sourcier, on dit? Un sourcier. Qui nous a dit qu'on était sur une nappe phréatique à 40 mètres. À 25. Ah pardon, à 25. Et que par là, je ne me souviens pas exactement où, dans les prés, il y avait une veine d'eau quelque part. Mais pareil, ouais, autour des 20 et quelques. Bon, c'est de l'info qu'on voulait savoir dans cette analyse de toutes ces situations, en plus de savoir la pluviométrie et compagnie. Donc, on a cherché et trouvé cette info. On voulait la savoir, après, on avançait dans la conception, on a vu que, bon, on n'a rien fait de cette info, on l'a.
On n'a pas creusé un fourrage, rien. D'accord? Mais c'est important de savoir tout l'ensemble des situations de l'eau. Ok, tac tac tac. Quoi L'eau, d'autre? quoi d'autre? Les swells ou les baissières, est-ce que vous les avez essayés ici? Alors ça c'est une technique. Ça, c'est une technique déjà Mais particulière. c'est une technique qui répond à quelle observation? C'est-à-dire justement quand il y a un terrain sec, par exemple, c'est d'après, enfin si tu sais, c'est Pas ça peut être seulement sec, c'est quoi l'autre caractéristique du terrain où on fait des en baissières? pente, Ouais. comme un peu ici. Mhm. Donc c'est pour ça que je pose la question, comme pendant la saison sèche, effectivement, les swells, ça peut être un moyen pour capter l'eau et l'infiltrer dans les sols. Du coup, là en fait, ce qui est important à observer dans l'analyse de secteur en lien avec ça, ce sont les eaux de ruissellement. Effectivement, lorsqu'on a une pente, voir l'eau, comment est-ce qu'elle ruisselle dessus. Quel chemin? Où est-ce qu'elle stagne? Où est-ce qu'elle passe vite? Où est-ce qu'elle reste? Et les ça- swales, après, c'est une technique particulière dont on pourra parler demain. Et ça, c'est très en lien avec la nature aussi, du sol. C'est pas que tous les sols se prêtent à cette technique. Parce que dans tous les sols, l'infiltration de l'eau est différente. Ouais. D'accord? Ok, donc on a vu l'eau. Donc le ruissellement, passe. c'est important. On n'a pas fini avec l'eau, je suis désolée. On passe. Voir aussi toutes les sources d'eau. Vous ne l'avez pas dit parce que c'est peut-être trop évident, mais Je l'ai dit. Mais bon. Si, si. tout, Ça a été dit, ouais. même les eaux grises. Non, les eaux grises, non, je l'ai dit. Mais bon, tant pis, tu vas rajouter ton On a truc. dit source, pluie, Des puits, la les... pratique, humidité. Voilà. Donc, il y a un dernier qu'on peut rajouter. On en C'est parlera s'il y a, on peut parler demain, mais tu l'as dit déjà, on peut parler, c'est l'eau grise. Vous savez quelle est la différence entre une eau grise? Non? Quelqu'un peut Oui, l'expliquer? L'eau qui a été ménager. utilisée. C'est ménager. L'eau grise, c'est l'eau qui a été utilisée, non? Ouais, Les c'est eaux de- C'est l'eau pour faire la vaisselle. Par exemple, Ou pour te doucher. les égouts, le pipi, tout dépend. Pipi caca? Par exemple, Non, ça, aussi, c'est les eaux noires. grises marron, mais D'accord. Voilà, c'est ça, la grande. Là, il y a la différence. C'est quoi? Les eaux noires, une eau grise, en tant qu'il n'y a pas de fécales, s'il y a des fécales, c'est de l'eau noire. marron. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à réutiliser. Mais C'est possible. là, on a une maison, on a une cuisine, on a une source d'eau. Donc, on aurait pu créer une interrelation avec un élément. Plante phyto. Et pas nécessairement. Nous, on insiste. Hop, hop. Allez, Pardon. hein. C'est vrai. Vous verrez peut-être. Vous verrez rien, on continue. tard. Eh, Récemment, j'ai appris qu'il y avait des eaux blanches. ah ouais? C'est quoi? En fait, c'est dans l'élevage laitier. Ils lavent en fait le labo. Après la. Ils récupèrent toute cette eau en fait. Il y a du lait, il y a et toute cette eau, elle est récupérée et ils appellent ça les eaux blanches. Ah. C'est Bah, les très super usages intéressant. Les usages derrière ça, Ouais. je sais pas trop. Bon, pour arroser, doit être super intéressant. Bon. L'eau, On passe à les l'élément vents, suivant. l'air. Je l'ai dit déjà. Bah, alors, qu'est-ce qu'on met? Donc, surtout les vents. Les vents, savoir. C'est des questions que vous avez vous avez posées hier. Ouais, ça, vous l'avez posé. Au moins, vous avez dit ça. Donc, savoir direction, Au moins, intensité vous avez dit ça. et saisonnalité aussi, super important. Et quoi d'autre important de l'air? La qualité. La qualité. Si vous êtes à côté d'une possible source de pollution de l'air, Ça, vous l'avez demandé hier. Vous avez demandé s'il y avait des champs en conventionnel à côté. Et, voilà, et avec le vent, enfin, c'est un facteur que vous aviez pris en compte. peut être un champ, comme peut être une usine papetière à 20 km, comme peut être un élevage intensif des cochons à un bâtiment fermé, qui peut être vraiment très dérangeant. Une route nationale. Une route nationale, une autoroute, voilà. D'accord? Tous ces cadres. Et quoi d'autre? Si c'est un vin chaud ou froid. La température. La température de vent qui est d'habitude très conditionnée à la saisonnalité. Donc d'habitude il y a des vents chauds qui soufflent dans une direction en été. Ici nous on a les composants sud-sud-est en été. Et en hiver
qui amène la pluie nord-nord-ouest. C'est les deux principales. Après, les vents, ça bouge, mais toujours une région. Toutes les régions ont des vents majoritaires. Ok, on a vu les feux, on a vu l'eau, les vents, l'air, nous manque la terre. Allez, vous avez cherché à savoir quoi sur votre terre quand vous avez arrivé. Nature du sol. Nature du sol, ça veut dire quoi ça? Granulométrie. Granulométrie, ça veut dire quoi? Bah, la Composition, ça veut dire quoi? La roche. Ça c'est une autre chose, c'est profondeur du sol. Mais à niveau de la nature du sol, Ben, voir s'il y a des nématodes ou des protozoaires. ça c'est une autre chose. Mais attendez, en restant sur la nature du sol, quand tu dis je veux savoir la nature de mon sol, C'est calcaire. Ben oui, c'est ça. Ça Il retient l'eau ou pas? sableux, limoneux, Calcaire. voilà. Non, on se centre. Quand on parle de nature du sol, quand on parle de granulométrie du sol, on est en train de parler de la taille la granulométrie, des grains qui composent les sols. Et ça, il y a seulement 3 catégories. Les sols sont... Sableux, limoneux ou argile. D'accord. Et d'habitude, toujours, c'est un mélange de les 3. Jamais tu es, sauf dans une situation extrême, le Sahara. Bon, là, c'est le sable, c'est sableux. Mais sinon, toujours, c'est un mélange de 3. Et c'est la proportion de ce mélange qui conditionne la nature de notre sol. Ça, c'est clair pour tout le monde? Ok. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça induit des caractéristiques. C'est pas juste une histoire de granulométrie. Par exemple, un sol argileux, ça va être quoi ces caractéristiques? Une bonne retenue de l'eau. Rétention de l'eau. Le compact est très dur. Ouais. Ça peut être compact, très dur. Est-ce que ça l'est nécessairement? Ça c'est aussi en lien avec ce qu'on en fait. Avec les techniques. Donc du coup, connaître la nature de ce sol va nous dire quelle peut être la réponse de ce sol à certaines techniques. Par exemple, c'est super chouette d'avoir des mares dans les potagers ou dans les espaces de culture ou dans les espaces d'habitat simplement pour la création de ces microclimats qu'on a parlé. Mais je me trouvais des gens qui sont super motivés, qui se mettent à creuser à la main des mares en pensant que ça va rester, sans connaître que la nature de son sol ne permet pas ça. Même dans des terres qui sont super argileuses comme les nôtres, une mare a des infiltrations, toujours. Si vous faites ça dans un sol où le taux d'argile vraiment est faible, parce que les gens pensent que simplement parce que sa terre, quand elle est mouillée, se colle dans ses bottes, est très argileuse. Tout le monde en fait pense que cette terre est très argileuse. Oh, mon terre est super lourd, super argileuse, un peu parce qu'on donne des caractéristiques négatives à cet aspect-là. Et non, parfois, le taux n'est pas suffisamment fort comme pour simplement tenir ça. Donc là, vous voyez. Est-ce que c'est le taux ou c'est la concentration d'argile? Ça ressemble beaucoup, le taux de concentration. C'est surtout la nature des argiles aussi. Il y a peut-être des zones où il y a beaucoup plus d'argile que dans d'autres. Ça, c'est des veines d'argile que peut avoir les terrains et choses comme ça. Mais surtout, c'est aussi que dans des argiles, on parle d'argile comme quelque chose d'homogène et ce n'est pas du tout ça. Dans les argiles, il y a plein de sortes différentes qui ont des réactions très différentes aussi. Du coup, le taux, si on peut parler d'un taux seuil pour pouvoir comment dire, faire une mare, est-ce qu'il y a ça? Oui. Ça existe? Et pour ça, donc aussi, il y a toute l'info autour, par exemple, des choses que vous pouvez chercher d'informations pour connaître très bien en détail la nature, les argiles et tout ça. C'est dans des bouquins de bioconstruction, de construction en terre. Parce que là, on fait des analyses profondes pour savoir si cette terre est apte ou non pour la construction. Et du coup, la même info que vous sortez peut vous servir pour... là, il y a plein de tests, plein de choses, plein de trucs que vous pouvez regarder avec nous pour savoir quelle est la caractéristique de votre sol. Bon, petite parenthèse sur l'histoire de la nature du sol. Quelle autre chose vous pensez que c'est important dans l'élément de terre de savoir? Le pH. Voilà. Tout le monde a une idée claire plus ou moins de ce que ça veut dire ces trucs de pH. Bah, l'acidité du sol. Voilà. L'alcalinité ou l'acidité du sol. Et ça a beaucoup d'implications que
ont d'intérêt si vous avez une activité particulière à faire à niveau agricole de production avec cette sol. Sinon, non. On ne cherche pas à savoir les pH de son sol pour les fins de les savoir. D'accord? Essayez toujours aussi d'aller au détail de l'information aussi en fonction un peu de est-ce que j'aurais besoin ou pas. Et aller la chercher quand vous êtes en train de devoir prendre une décision qui a besoin de cette information. Mais vous ne remplissez pas d'infos pour rien non plus. D'accord. Et quoi d'autre vous pouvez savoir ou intéressant sur la terre? La vie qui est à l'intérieur. Ouais. Voilà, ça peut être intéressant de savoir si ton sol est plus ou moins vivant. S'il y a du monde ou pas. Ouais. Tu ferais ça comment? En Un peu regardant. Ils ont un profil un peu de sol. Après, tu peux creuser sur plusieurs niveaux pour voir les strates, mais tu verras aussi la vie microbienne, j'imagine, en même temps. Tu fais des relevés, hein, je sais pas. Ouais, je fais un relevé, je mets un bol, je fais un trou, je mets un bol, je laisse pendant 24 heures et je vois ce qui me reste dans le bol, quoi. Un vol de quoi? Un bol d'eau. Vol d'eau seulement? Un bol d'eau et je vois s'il y a des protozoaires ou des nématodes qui se mettent dedans ou ce genre de choses. D'accord, si tu mets un bol d'eau, tu verras la macrofaune, s'il Ouais. y a des insectes qui ont tombé, se noyer, tout ça. Ouais. Il y a un test aussi que vous pouvez faire, c'est mettre un bol avec du riz très cuit dedans Ok. et les couvrir avec un torchon ou quelque chose. Et quelques jours après, une semaine, venir et voir quelles sont les populations, parce qu'elle va moisir. Ouais. Et voir si la moisissure est une seule, s'ils sont plusieurs, s'il y a beaucoup de couleurs dans l'histoire. Ça doit être une légère idée de biodiversité. Vous ne saurez pas qu'est-ce qu'elles sont, sauf si vous faites une analyse microbienne détaillée au microscope. Et ce n'est pas aux portées de tout le monde, ça. En tout cas, la vie du sol, vous la verrez réagir très bien quand vous commencez à travailler avec des composts, des mulch. Il y aura comme normalement, il y a une population qui se développe là. Si vous êtes dans des sols très abîmés, vous pouvez trouver qu'il faut une application de... Comment dire ça? C'est comme essayer de faire du pain sans levain. Je ne sais pas si vous avez essayé de mélanger de la farine avec de l'eau et le laisser dans un milieu. Parfois, si les milieux sont suffisamment riches en levure, en espeurs qui sont dans l'air, ça va gonfler un peu. Mais sinon, d'habitude, c'est trop qu'on fait, on rajoute un levain. Donc pour les sols, ça peut être un peu pareil. Et là, on rentre dans tout un paquet de... Là, j'ai mis un peu le doigt dans les techniques, comme ça on ne les fait pas des mains. Vous savez qu'est-ce qu'on peut faire pour activer un sol? Qu'est-ce qu'on peut jeter comme levain, comme levure mère? Faire une fin d'année, provoquer une fin d'année. Là, ce qu'on veut dire aussi, c'est que hier, on a beaucoup parlé de nourrir le sol. Toute cette matière organique, ça alimente la faune du sol pour entrer dans un cycle de dégradation. Ouais. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est que si on a un sol qui est quasiment mort, biologiquement parlant, là, vous pourrez toujours mettre du mulch, de la paille du fond, de la tourte de gazon, ce que vous voulez, ça ne va pas se dégrader. De l'eau? Pas facilement. Donc, De l'eau, non? très long. De l'eau, il faut. Oui, de l'eau, il faut. pareil. Tout le L'eau, milieu, ça il faut. encourage la vie du sol si elle est là, mais si elle n'est pas présente très peu. Ah, il bâche. Donc du coup, la question de Joanne, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer ce processus de décomposition et de vie du sol? Des bâches. Compost. Bâches. Vous avez entendu parler des biofertilisants? D'inoculer le sol? Donc bon, on rentrera vraiment dans les détails. Mais en tout cas, savoir qu'on peut faire toute une série de techniques, de préparats pour essayer d'augmenter cette vie du sol. Amener les bactéries, les éléments, de compost. Par exemple. Par exemple. des choses comme ça. Parce que tout ce dont tu parles, toi là, Alex, en fait, c'est comment fournir un habitat sympa aux habitants du sol. Tu vois, Mais où, s'ils voilà, n'ont pas là. On augmente l'humidité, on augmente la température, on leur donne à manger. Mais l'idée, c'est s'ils ne sont pas là, il va falloir envoyer quelques colons qui vont se multiplier. On peut faire ça. Voilà. Donc voilà, le thé de compost, c'est un élément. Tous les purins, les extraits végétaux, voilà. Ça peut aller dans la ligne de ça aussi. C'est en Bon. ça sans lien avec la vie du sol. Pour la terre, Donc, c'est dernier vu truc. Oui, non, il reste une chose. Quelqu'un Deux choses, l'a en fait. mentionné hier. La profondeur a été dite.
L'historique du terrain déjà. L'historique, c'est super important, on l'a vu hier. La topographie. topographie. Super important, les pentes, tout ça. En lien, vous voyez que c'est un exercice pédagogique, on l'a divisé pour pouvoir l'expliquer, mais l'idée c'est que tout est relié. La pente sera énormément en lien avec la circulation de l'eau, sera énormément en lien avec l'orientation, l'incidence du soleil, l'exposition, la température, La circulation de l'air. la rétention d'eau. D'accord? Tout est lié. Mais on essaye de, comme on est débutant, donc on essaie de systématiser l'observation pour ne pas oublier rien. À la fin, quand vous aurez l'expérience, c'est comme quand on est en train de conduire. Les premières fois que vous avez pris une voiture, vous étiez en tension et en conscience totale de je suis en troisième. Et quand je monte à 2500, 3000 révolutions, il faut que je change à quatrième. Après, tu conduis simplement et tu fais gaffe à ça. Ça, c'est exactement la même chose. J'espère que dans quelques mois, si vous continuez à fond la recherche, vous serez capable d'arriver en lieu et faire ça de façon automatique. De façon intuitive. Vous arrivez et vous analysez le tas, t'arrêtes à chercher tout ça. Et tu les fais d'un seul coup. Mais maintenant, on les systématise un peu. Là, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est surtout encore une façon de ne rien oublier. C'est du bon sens et surtout du bon sens systématique. De façon à ce que ma carte potager, je la mette là en essayant de prendre en compte le maximum d'éléments. Bon, la nature du sol, est-ce que le sol ici, il n'est pas terrible, alors que là, près de la rivière, il est vachement bien. Et puis, près de la rivière, j'ai de l'eau. Mais de l'eau, en été, il n'y en a plus. Alors que là, j'en ai toute l'année, parce que ça produit toute l'année. Et puis là, je suis très bien protégée du vent, parce que le vent, il est bloqué par la grange. Par contre, j'ai le vent d'automne qui m'assèche à fond. On croise tous les facteurs pour essayer de trouver le lieu qui nous convient le mieux. Et après voir ça, que le potager est en lien aussi relatif avec tous les autres voilà. éléments. Ce que vous aviez dit hier. En plus de tous ces trucs de l'analyse de secteur, il y a aussi tous les principes de design, les relations que le potager a avec le poulailler, les herbes, la serre, les ruches, j'en sais rien, le zonage, voilà, où c'est par rapport aux autres éléments et mon énergie. En fait, c'est ça, la permaculture, c'est pour nous permettre de croiser le plus grand nombre de facteurs possibles pour après trouver la solution qui nous convient le mieux. C'est l'art de l'organisation dans l'espace et dans le temps. C'est ça qu'on cherche. Vous prenez en compte, par exemple, les analyses de taux des oligo-éléments, des éléments Nous, par exemple, jamais on a fait une analyse de terre. Je considère que ce n'est pas un outil adapté pour savoir vraiment l'état de ton sol. Certaines analyses sont beaucoup plus complètes que d'autres, mais les analyses purement chimiques, je les trouve très très limitants. Par exemple, pour savoir si, peut-être dans ton cas, parce qu'il n'y avait pas d'agriculteurs avant toi, mais s'il y en avait, ça pouvait éventuellement peut-être permettre d'évaluer la quantité de polluants. Ouais, mais ça, c'est pas une analyse normale, hein, c'est un truc vraiment... Et tu vas cibler, chercher certains trucs. Ça ne veut pas dire que si ton analyse est négative, tu n'as pas de polluants. C'est que tu n'as pas les trucs tu as payé pour aller chercher. Et il y a des choses qui sont super compliquées de suivre la traçabilité. Je parlais même de l'azote, du potasse, tout ce que... Enfin, et même c'est une analyse chimique basique. La grande complexité, c'est que c'est hyper différent à quelques mètres près. Nous, on l'a vraiment vu là sur la parcelle du pré. Déjà, selon qu'on est en haut, sur la crête, ou dans la pente, ou plus en bas, on n'a pas du tout le même sol. Même au niveau du pH. Quand on fait ces relevés-là, on prélève dans... Soit si on a vraiment un secteur vraiment différent, ben on se focalise sur un secteur. Sinon, si on veut faire une analyse globale, on prélève dans plusieurs endroits. Et puis pour avoir un résultat... Mais précisément cet effet de prélever dans plusieurs endroits, je trouve que c'est déjà une erreur parce que tu vas mélanger et à la fin tu auras un résultat qui n'est pas significatif sur aucun des parcelles. Pour ça, j'ai parlé de la première éventualité, où si tu vois vraiment que tu as un secteur qui est différent des autres, là tu ne vas pas le mélanger. Ça dépend aussi des plantes bioindicatives, ce que tu vas voir. Et tu vas... Donc cet aspect par exemple des plantes bioindicatrices, c'est un autre aspect, la végétation existante. C'est un aspect important à analyser aussi dans ces lieux-là, dans ces moments-là. La végétation bioindicatrice, c'est un outil qui est à la portée de tous. On n'a pas besoin de payer un laboratoire et ça nous donne des informations sur tout le reste, surtout sur ces deux éléments-là.
sur l'eau, sur la présence de l'eau, l'humidité dans le sol, et sur la nature du sol, sur la quantité d'azote, même sur les antécédents. Un exemple, dans la parcelle là-bas, la milpa, il y a un talus en fait qui est comme assez haut, où là on se rend pas compte, derrière la petite serre il y a un grand talus et après il y a la milpa. Et là on avait, mais c'était blindé d'orties, des orties hautes comme ça. Et après on a compris, mais on l'a deviné assez tôt, en fait il y a eu de l'élevage ici et tout le fumier il le balançait par-dessus le talus. Donc là-bas on avait une terre et voilà, ça se voyait tout de suite par la végétation alors que des orties il n'y en avait pas ailleurs. Donc la végétation bioindicatrice, elle nous donne beaucoup d'informations sur le sol et même sur les antécédents culturaux, les antécédents du terrain. Et rappelez aussi que la meilleure plante bioindicatrice, c'est la culture. Si vous plantez des trucs et ça marche, vous ne cassez pas la tête. Si vous plantez des trucs et vous commencez à voir qu'il y a des taches jaunes, que les trucs sèchent, qu'il y a des... Donc là, d'accord, on a un souci. On va essayer de trouver une possible réponse à ça, on va s'informer. Parce que peut-être j'ai un manque de molybdène, je sais pas. Et ça, vraiment, c'est compliqué à... D'accord. Ça, vous pouvez le faire si vous commencez petit et lent. Et du coup, si ça marche pas, c'est pas grave, on observe, on réévalue et on s'améliore. Pas si on a tout lancé tout d'un coup. Ok. Donc, maintenant l'idée, c'est... On va se mettre en groupe. Eric, tu disais? Oui, une question. Est-ce qu'on tient compte des champs pesticidés aux alentours? Ouais, c'est ce qu'on disait un peu, surtout dans la qualité de l'air. En fait, on l'a dit pour l'air, mais ça peut être pour l'eau. Personne m'a demandé aussi, là, ma petite rivière. Bon, après, vous ne vouliez pas en faire grand-chose de cette eau, hein. Ça ne vous intéressait pas tellement. Mais qu'est-ce qu'on a en amont? Si on a un champ de maïs ou un élevage des canards, ou un élevage intensif, effectivement, c'est très important. Ou pour l'air. Si là, j'ai un champ, en plus, qui est un petit peu, on imagine, un petit peu au-dessus de mon terrain, voilà, que tout le vent m'amène les pesticides, ça va avoir une forte incidence, oui. Donc la question de l'analyse de secteur, c'est du coup, une fois que j'ai observé ça, que j'ai analysé ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me protéger de ça? Ça, on le verra demain lors du design. L'analyse des secteurs, je les vois surtout deux grandes utilités. C'est quand on est à la recherche de foncier. C'est dans cette étape qui est très difficile, très dure, parce que ça se mélange beaucoup de facteurs, des critères d'élection pour prendre une décision qui va nous conditionner pas mal de choses dans la vie. C'est arriver en lieu et avoir comme une grille d'analyse, que c'est pas tout à regarder, mais qui peut vous permettre de ne pas avoir de mauvaises surprises après. Tu vois, de dire, ah merde, je ne savais pas que 3 km plus haut de ma rivière jolie que j'ai vue en été, qui m'a fait rêver, il y a une station de d'épuration qui déverse de temps en temps, quand il pleut beaucoup, les trop-plans dedans. On a vécu dans un lieu comme ça. On a vécu dans un lieu comme ça. Des choses comme ça. Oh, ah, ce joli bâtiment que j'ai vu là, qui était à 2 km, c'est un élevage de canards à l'extérieur. Et il y a un composant de vent d'été qui, quand il fait très chaud, m'amène une jolie langue d'air qui pue la fiente des canards pendant 3 mois d'été. Donc, moi qui voulais faire une activité d'accueil pour que les gens viennent se ressourcer... Donc voilà, c'est surtout pour ça. Et il va commencer à pleuvoir. Ouais.